pseudo c'est Nicopec. On en restera là sur le vrai nom. Et donc je suis auteur de bande dessinée, donc scénariste, dessinateur et aussi maintenant coloriste. Et j'ai commencé ma carrière, on va dire, d'auteur en 2009 chez Ankama avec la série Rockabilly Zombie Superstar. En collaboration avec Lou, coloriste Delcourt, qui a travaillé sur la couleur et qui m'a filé un coup de main sur l'histoire aussi, sur les dialogues, sur certaines scènes. Et voilà, ça a commencé comme ça en 2009-2010. Et après, il y a eu un petit passage à vide, on va dire, dans la BD. J'ai juste donc fait ces deux albums-là chez Ankama et ensuite j'ai travaillé pour la revue Arg donc pendant un peu moins de 3 ans, entre 2 ans et 2 ans et demi, donc avec Jean-François Carrit, entre autres, le scénario. Et donc depuis maintenant 2 ans et demi, je suis retourné chez Ankama en fait pour donc la suite de Rockabilly Zombie Superstar qui est donc Apocalypse. Donc voilà, donc là c'est mon boulot actuel. Oui, en 2006, ouais, sur le tome 2. C'était un peu c'était un concours qui avait été lancé en fait à l'époque et c'était mes premiers pas en fait dans la bande dessinée. Donc je ne connaissais rien en couleur numérique, hein, mais j'ai été choisi. C'était une aventure assez sympa, même si c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'était le moyen d'avoir un premier pas dans la BD, quoi. Ça se passe dans le comté de Shelby, dans le Tennessee. C'est l'histoire de Billy Rockerson, un minable sosie d'Elvis qui fait des représentations dans un bar un peu miteux, qui un soir de représentation se fait mordre par un zombie, une attaque de zombie dans le bar, et il devient zombie, mais il garde toute sa conscience, comme certaines autres personnes qui sont des zombies aussi, mais qui ont aussi gardé leur conscience. Et il va faire la rencontre du King, est-ce que c'est une hallucination ou pas, ça on ne sait pas, et qui va lui dire que c'est peut-être le moment de ne plus être un sosie, mais de devenir lui-même, Billy Rockerson, et donc de monter son propre groupe de rockabilly, avec des zombies. Et tout ça, c'est dans un contexte militaire, donc avec l'État du Tennessee est en quarantaine, parce qu'il y a des zombies sur place. Sauf que ce n'est pas les humains qui se cachent des zombies, c'est les zombies qui sont exploités en fait, soit pour faire des safaris, soit en tant qu'esclaves pour nettoyer les chiottes, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment dans ce contexte ultra militarisé où les zombies sont mal vus, pas acceptés, que Billy Rockerson va devoir faire sa place en fait. Ça c'est Superstar. Et donc Apocalypse, ça se passe une centaine d'années plus tard, 150 ans plus tard, où il y a une guerre finalement contre les zombies. Ça a dégénéré et ça a mené l'apocalypse sur Terre. Et donc les humains se retranchent dans des villes fortifiées ou dans des comptoirs où chacun a ses règles. C'est un peu comme un western en fait, hein. Chaque ville a ses lois, chaque comptoir a ses lois. Et dans cet univers-là qu'on continue de suivre Billy Rockerson, qui va devoir affronter les démons de son passé, donc son ennemi juré, donc le général Thompson qui avait dans Superstar, qui va revenir encore plus terrifiant et transformé que jamais. Et donc il va devoir entre autres retrouver sa bien-aimée qui a été enlevée par ce fameux Hades, qui se fait appeler Hades. Donc c'est une nouvelle quête pour Billy, c'est retrouver sa bien-aimée dans un univers hostile et ultra violent. Parce que déjà je suis un fan absolu de George Romero, donc forcément des zombies, et puis assez longtemps. J'ai 30 ans, j'avais 10 ans quand j'ai vu mon premier film de Romero. Et pour moi c'était aussi la manière de parler, entre autres, pour Superstar, de la ségrégation raciale à travers les zombies. Puis je voulais aussi un peu prendre à contre-pied tout ce qui se faisait, en fait, pas tomber dans le schéma du survival classique. Parce que c'était vu, revu, Romero l'a fait, il y a Walking Dead, enfin, pas la peine de recommencer avec ça. Et puis mais pourquoi ne pas essayer de faire penser les zombies, ce que Romero a un peu fait dans Land of the Dead. Je trouve que c'était un terrain exploité. Après, il y a peut-être des gros fans de zombies qui n'apprécient pas trop ça, les zombies pensent. Et pour moi, ça reste des êtres humains, donc pourquoi pas qu'ils gardent leur être, quoi. Donc, pour moi, c'était une évidence à l'époque de faire un truc sur les zombies, parce que c'est ce que je voulais faire depuis pas mal de temps. Faire une histoire de zombies, mais qui change un petit peu de ce qui se faisait. Et puis, mettre un sosie d'Elvis, c'était tellement le truc le plus absurde et ringard qui puisse exister.
Donc ouais, ça m'a fait marrer de combiner un peu tous mes univers, en fait, le rock'n'roll, le rock, et les zombies, les films d'horreur, les Tarantino, les clins d'œil partout aussi, tout ça quoi. J'ai fait de la batterie, ouais, dans un groupe de punk, il y a longtemps, une vingtaine d'années, et je ne pratique plus trop en fait, la musique. J'aimerais bien faire de la musique, mais la bande dessinée, comme je fais tout maintenant tout seul, c'est un dessin couleur, ça me prend énormément de temps, beaucoup trop, pour même faire autre chose à côté. Je ne peux pas. Mes journées, c'est 12 à 15 heures par jour de travail. Donc quand j'ai terminé, je n'ai pas forcément envie de faire autre chose. Mais la musique, oui, c'est vraiment une partie importante, même si je n'écoute pas de musique en travaillant, du tout. Ça me déconcentre. De temps en temps, la musique classique, la musique de film, des thèmes, genre ceux de Conan ou de Robocop, comme ça, orchestré quoi. La musique classique entraîne. Là, les chansons chantées ont tendance à trop m'embrouiller. Donc ouais, j'aime bien le silence. Mais ouais, la musique c'est une part vraiment importante dans l'histoire. Même dans les guests qu'il y a dans l'album. Entre autres, il y a Lemmy, il y a Dusty Hill de ZZ Top, le bassiste. Voilà, il y a Joey Ramone aussi dans Superstar. Il y a beaucoup de... C'est le moyen de faire revivre mes idoles en fait. Quand j'ai commencé, Lemmy n'était pas mort, mais et même Johnny Hallyday aussi. C'est une manière de faire revivre les gens. C'est une volonté en fait à la base. Je suis un peu autiste avec ça. Quoi. Je travaille dans une grotte, je suis dans ma grotte, dans mon bureau, je ne sors pas beaucoup. Et j'aime bien contrôler en fait, tout, de A à Z. Comme certains réalisateurs, comme entre autres John Carpenter, voilà, qui contrôlent de A à Z, même de la musique, la réalisation, la production, le scénario. C'est un peu pareil. Je visualise vachement mes histoires de façon comme un film. Donc j'ai mes ambiances en tête. Et de travailler avec un coloriste, ça importe pas mal de problèmes aussi. Il y a eu des petits problèmes avec Lou parce que les coloristes sont sur plusieurs albums en même temps. Donc des fois ça avance pas comme on voudrait que ça avance et puis avoir des quiproquos aussi. Donc je préfère tout contrôler. Et puis et aussi une autre partie qui est l'argent. Parce qu'on a une espèce de forfait global pour un album. Et donc il faut qu'on partage avec soit un scénariste ou un coloriste. Et comme il faut être honnête, on n'est pas très bien payé. Donc autant tout avoir le maximum pour soi. Quoi. Moi on m'a donné ce conseil-là, c'est Laurent Astier qui travaillait seul à l'époque, qui m'avait dit le maximum. Voilà. Je peignais avant, je faisais de la peinture. Donc voilà, j'ai juste dû apprendre le format dessiner et peindre en numérique. Quoi. Ça reste la même technique. Donc, et puis j'aime bien, ouais, je veux contrôler l'ensemble, je veux que ce soit, voilà, c'est un peu égoïste. Il y a des coloristes qui sont très bons, Lou était très bon, mais ouais, le but c'est vraiment de faire tout seul, même après encore. Déjà pour l'ancrage, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et que ça ne fasse pas numérique. Que ça fasse vraiment. Avant, je dessine aussi au pinceau, à l'encre de Chine. Je vais essayer de retrouver ça un peu dans le dessin, rester dans l'ancrage assez nerveux. C'est Laurent Astier qui m'a appris un peu tout ça, dans les techniques d'ancrage. Garder un truc nerveux et pas revenir sans arrêt dessus. Et comme je mets beaucoup d'aplats noirs, j'aime bien quand la page en noir et blanc suffit à elle-même. La couleur, c'est vraiment un complément d'information en fait. Donc je travaille uniquement en aplat, essentiellement en aplat et très peu de dégradé. Et pareil, j'essaie de faire en sorte que ça ne fasse pas trop numérique non plus. Donc il y a des effets de texture pour donner un peu de matière. Donc la couleur, c'est vraiment c'est complémentaire. Et je fais ça assez vite. Je fais 2 pages par jour en couleur. C'est vraiment moi, j'axe vachement le noir et blanc en fait. Moi, voilà, ce qui m'intéresse le plus la couleur, c'est et essayer de garder un maximum de spontanéité dans le trait, voilà. De ne pas trop zoomer, parce que le premier numérique, on peut zoomer pour aller de plus en plus dans les détails, et de garder un format bien précis et de ne pas dépasser 2 jours gros maximum par page. Là, c'est une journée et demie par page. De ne pas dépasser ça parce qu'après on a tendance à trop aller dans les détails. Et vu de toute façon le délai que j'ai pour faire un album de 90 pages qui est de 10 mois, je ne peux pas non plus essayer de trop m'étaler dans les détails, dans les décors. Mais j'essaie quand même, parce qu'entre le premier tome et le deuxième tome, j'ai essayé de détailler beaucoup plus les décors. Et dans le 3e tome, que je vais présenter lundi la première page, je pousse encore plus les détails sans entrer non plus. Voilà.
Parce que moi j'adore ça que ce soit fouillé. Je veux que le lecteur se balade dans les décors et aille chercher des informations, des petits trucs. Mais avec le délégué c'est très difficile. Donc je me dis je vais souffrir encore pendant une année là, en quelques mois. Et puis je demanderai après pour le prochain album, si ça se fait toujours chez Ankama, d'avoir peut-être un peu plus de temps. Parce que là c'est vrai que c'est un délai qui est très court. Mais c'est moi qui suis responsable de ça, parce que normalement ça devait être en 2 tomes. Et j'ai demandé à Ankama que ce soit en 3 tomes. Donc il dit ouais ok. Et le délai sera de. Enfin, il faut que ça sorte en septembre à chaque fois, donc 10 mois par album. Donc je ne vais pas décevoir les lecteurs, donc tant pis, je prends sur moi, sur ma vie de famille, sur ma vie à côté pour travailler beaucoup plus et puis profiter tant qu'on est jeune. Moi j'ai 40 ans donc ça va encore, je peux encore le faire. Peut-être pas. Là pareil, il faut que j'en parle encore une fois avec Run. Donc j'espère qu'il soit là en Saint-Malo, moi je vais vers Angoulême du coup. Parce que donc c'est en cours d'écriture, c'est même très bien avancé. Ce serait donc un one-shot, parce que maintenant je vais faire uniquement des one-shots, plus de séries, sur une année de jeunesse, donc les 16 ans de Billy Carson. Donc il n'y aura pas de zombies, ce sera une chronique de vie du héros. C'était un truc qu'il y avait déjà dans ma tête à l'époque quand j'écris l'histoire, mais qui n'était pas raconté dedans. Et j'ai envie de partir un peu plus sur ces chroniques sociales et tout, de vie un peu plus classique. Donc c'est vraiment l'été 77. Donc, Billy Carson qui habite avec son père, Rocky Carson, dans un trailer park, dans le côté de Shelby. Donc à 15 ans, toujours fan d'Elvis. Il est assez fluet, très souriant, un peu timide. Donc, son idole meurt donc, en août 77, le premier drame, et son père meurt après. Donc obligé de quitter le comté de Shelby pour aller vivre chez sa sœur qui était à Brooklyn. Changement d'ambiance. Donc l'apprentissage de la vie pour lui, de la nouvelle vie, donc, qui est un peu ridicule avec son look rétro. C'est vraiment une référence à The Warriors, donc, le film est à classe 84. Donc ce New York craspec, l'arrivée du punk, le disco, la politique à l'époque, le New York agressif, Brooklyn, ce qui était Brooklyn à l'époque. Donc il va donc découvrir la drogue, le sexe, la violence. C'est vraiment une... Ouais, et pourquoi il en est arrivé à devenir finalement sosie d'Elvis, quoi. Et pourquoi c'était un jeune homme très sympathique, très réservé, très souriant, à devenir un mec assez cynique, assez sombre, et voilà. Voilà. J'aimerais faire ça. Après, il faut que ces albums marchent. Après, pour ça, sinon je partirais sur d'autres trucs. Oui, oui. Une autre histoire de zombies, mais pas marrante du tout. Donc c'est plutôt une chronique, une critique sur sur les SDF en fait. Voilà. Ça se passe à Seattle, à côté de Seattle, avec une femme qui a tout perdu, qui est devenue donc, SDF, donc parce que moi j'étais à la rue, donc je voulais un peu raconter ça, et c'est encore plus dur pour les femmes. Donc une partie de la moitié de l'album ce sera ça, c'est une chronique d'une femme qui vit à la rue à Seattle, et qui après va y avoir une invasion de zombies. Donc c'est une femme déjà qui était un peu mal vue à l'époque dans la rue, qui va avoir une particularité, c'est que les zombies ne l'attaquent pas. Donc c'était une paria auprès des vivants, et ça restera une paria aussi auprès des zombies, aussi auprès, donc elle va être exploitée par les hommes pour leur faim, quoi, parce qu'elle n'est pas attaquée par les zombies, donc c'est plutôt une critique sociale aussi. Donc ce ne sera pas trop un survival classique, la moitié de aussi. Encore une fois, prendre un contre-pied, essayer de parler différemment de tout ça, quoi. Et une autre histoire aussi que j'ai commencé à écrire, ce sera pour Typique Horreur. Donc une référence vachement un peu à la série qui s'appelle Channel Zero. Voilà, c'est des trucs assez. C'est pas un truc horrifique, sanglante, c'est plutôt psychologique. Voilà, une histoire d'une bande d'arcade qui transforme des gens, qui les fait perdre pied, en fait, de savoir s'ils sont dans la réalité ou dans un jeu. Donc, voilà, je suis en train d'écriture là-dessus, donc ce serait un one-shot aussi. J'essaie d'assurer mes arrières en fait, de proposer un maximum de projets pour pouvoir re-signer derrière, parce qu'en ce moment c'est très difficile de signer. Donc j'espère chez Ankama. Jean Giraud. Parce que c'est à cause ou grâce à lui que je fais de la bande dessinée. Ouais, je voudrais bien rentrer dans sa tête. Donc j'ai lu plusieurs bouquins de lui, sur lui, entre Moebius et Jean Giraud. Ce mec me fascine par ses expériences chamaniques, ses expériences, son côté double personnalité.
Et je me retrouve un peu là-dedans aussi. Donc ouais, c'est un mec qui, je voudrais bien rentrer dans sa tête pour en savoir beaucoup plus. Ouais. Des mecs comme ça, ou comme Didier Cromwell. Ouais, des carrières en savoir-faire, c'est hallucinant, quoi. Donc Cromwell, je le connais, mais Jean Giraud, j'ai jamais connu et j'aurais bien voulu. Parce que moi, j'ai vu l'Inca, j'avais 12 ans et c'était une révélation. Voilà, l'Inca là. Et après, tout son travail sur les films, sur Alien, avec Giger, tout ça, c'était. Ouais. C'est un mec qui me fascine. Ouais. Moebius. Les deux. Giraud et Moebius.